Par où commencer? Ça craque, ça ploie. L'air frémit de comparaison. Pas un mot ne vaut mieux que l'autre. La terre gronde sous la métaphore. Je suis allée chercher, jusque dans la Russie du début du XXe siècle, ce morceau de poème d'Ossip Mandelstam. En fait, c'est pour rappeler l'unité de la condition humaine, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, quelles que soient les distances dans l'espace et dans le temps. Ce qu'il y a de commun à la condition humaine, à la condition sociale, c'est la possibilité, l'existence de conflits qui peuvent être très durs, très longs. Et ces conflits très durs, très longs, qu'il s'agisse de guerres civiles ou de guerres frontalières, sont des conflits qui doivent aboutir. Et d'ailleurs, un autre poète a dit qu'il n'y a pas de guerre autre que de guerre civile. Toutes les guerres sont civiles dès lors que l'on considère que tous les hommes sont frères. Et ce qui casse la fraternité, ça n'est pas la différence de culture, c'est l'oppression, c'est la domination, c'est l'intolérance. Il y a autre chose de commun à la condition humaine et à la condition sociale, et bien entendu à ces conflits très durs et très longs. C'est qu'un jour s'impose la nécessité de la paix, l'obligation de concevoir la paix, de penser la paix, d'instaurer la paix, de mettre en œuvre la paix, de vivre en paix. Mesdames, Messieurs, chers amis, à l'instant où vous m'écoutez, je me trouve sur la rive sud de l'océan Atlantique. Lorsque j'ai effectué cet enregistrement, j'étais physiquement assez proche de vous. Aujourd'hui, pour ce rassemblement, je suis totalement à vos côtés, mentalement, politiquement, affectivement. Oui, la paix est un risque et c'est un risque considérable. Mais nous voulons ardemment continuer à courir ce risque. C'est pour cela que nous allons continuer à trouver les mots, la volonté, le temps pour construire et consolider cette paix. C'est une responsabilité de génération. La question est de savoir si nous sommes assez nombreuses et nombreux, assez volontaires, assez courageuses et courageux pour nous atteler à cette responsabilité, à cette tâche qui est ingrate avant d'être gratifiante. Et nous savons que nous avons déjà l'armée des bienfaisantes et des bienfaisants, c'est-à-dire les élus, les responsables politiques, les personnalités de la société civile, les militantes et militants associatifs, les chercheurs, les artistes, les écrivaines, les écrivains, des femmes, des hommes et des amis ailleurs dans le monde. Des personnes qui nous veulent du bien et sont prêtes à nous accompagner. Nous avons cette armée des bienfaisantes et des bienfaisants et nous avons aussi déjà quelques progrès. La question du territoire a été traitée et réglée, disons-le, selon un consensus. Le désarmement a été effectué, même si tant et tant de personnes n'y croyaient pas. Et cette armée des bienfaisantes et des bienfaisants est bienvenue, parce que nous en aurons bien besoin pour tout ce qui reste à faire. Nous savons qu'il n'y a pas de paix durable sans vérité et sans justice. Il nous faut donc, comme d'autres pays ont su le faire avant nous, trouver le chemin. Je suis absolument persuadée que nous saurons trouver à la fois les dispositifs, les procédures qui nous permettront, par une justice transitionnelle, qui nous permettront de créer le cadre, l'intention pour aboutir à cette paix durable à travers une vérité, à travers cette justice qui nous aidera. Nous avons déjà dans la loi pénale du 15 août 2014 inscrit la justice restaurative. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit individuel, mais cela montre que, conformément à notre histoire et à notre culture, nous saurons franchir ce pas supplémentaire. Cette justice transitionnelle est indispensable. Elle l'est pour que toutes les victimes soient reconnues et que les réparations dues et possibles
soit mise en œuvre. Cette justice transitionnelle est indispensable pour que les bonnes décisions soient prises concernant les prévenus et les détenus. Cette justice transitionnelle est indispensable pour que les dispositions les plus équitables soient retenues pour les personnes exilées. Ce sont les vies de famille et la vie dans la cité qui en seront améliorées. Et cette justice transitionnelle, elle n'est pas incompatible avec l'état de droit. Au contraire même, elle en est un pilier à la sortie d'un conflit aussi long et aussi dur. Et nous allons nous atteler à tous les efforts nécessaires pour la rendre possible, parce que nous voulons vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut d'abord se mettre ensemble. Il faut se parler, il faut dialoguer, il faut s'écouter, il faut s'entendre, il faut donner ses chances à un avenir de concorde. Je pense pour ma part que aujourd'hui encore, nous franchissons une étape déterminante. Que vous passerez cette journée de mobilisation, de rassemblement, vous la passerez à creuser encore pour que nous avancions. Et je suis persuadée que vous avez conscience que votre premier atout, votre plus grand atout, c'est la confiance. Cet atout est là. Et parce qu'il est là, parce que je le perçois, parce que je le ressens, moi aussi, je suis en confiance. Je crois que nous continuerons d'avancer. Je crois que nous continuerons de convaincre. Et je crois que nous réussirons à persuader les États, les gouvernements, de leurs responsabilités politiques, en l'occurrence. Et que nous dit le poète? Aujourd'hui, je veux vraiment être heureux. Être heureux et aller feuillu de questions. Ainsi aurais-je les sensations de ce monde, les chants subjonctifs et le crayon que j'ai perdu. C'est de César Vallejo, un poète péruvien, à discuter d'Asuna.